Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce dernier atelier de la matinée Vitacrea. Reprendre une entreprise, mode d'emploi d'une aventure humaine. Ce dernier atelier de cette journée. Donc ce matin, vous avez suivi un fil rouge. D'abord des témoignages qu'on espère inspirants, qui étaient pleins de sobriété, de simplicité. Ensuite un focus sur les différentes solutions de financement pour construire un plan qui est crédible. Et enfin, on a exploré les premiers pas en micro-entreprise pour démarrer rapidement en toute sécurité. Et maintenant, on se voit pour évoquer une autre voie qui est possible, qui est la reprise d'entreprise, parce que entre créer et reprendre, la logique, elle n'est pas tout à fait la même. Reprendre, c'est plus qu'acheter une simple activité, c'est entrer dans une histoire, comprendre une organisation, s'intégrer à une équipe, parfois transformer un héritage, c'est une aventure humaine qui est parfois exigeante, on le verra peut-être avec nos témoins, mais qui peut être un formidable mode entrepreneurial parallèle à la création d'entreprises. Donc l'objectif de cet atelier, comme tous les autres, ça va là pour le coup être de vous donner les étapes clés d'un projet de reprise, vous alerter sur les écueils que nos professionnels peuvent voir régulièrement, ou de partager peut-être les leviers qui vous permettront d'augmenter vos chances de succès dans votre processus de reprise. Donc un atelier qui clôture la matinée, mais qui va ouvrir cette réflexion. Voilà, est-ce que reprendre une entreprise, est-ce que c'est un chemin plus court, plus efficace, plus sûr pour entreprendre? Et pour en parler, nous avons encore un beau plateau qui réunit à la fois les experts de l'accompagnement et puis une entrepreneuse qui a vécu ce parcours de reprise. Donc ils vont se présenter. Et on commence tout de suite avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. Donc Delphine Lombardet, j'accompagne les créateurs, repreneurs et les cédants dans l'entreprise artisanale dans le cadre d'une activité au sein de la Chambre de métier de l'artisanat de Bourgogne-Franche-Comté. Bien, merci d'être là Delphine. À côté de toi Barthélémy. Bonjour Barthélémy. Bonjour Nicolas, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis Barthélémy Casimir, expert comptable associé du cabinet Quintence, situé à Dijon et à Lyon. J'accompagne depuis de nombreuses années la reprise d'entreprise. Merci beaucoup. Et je me tourne à ma gauche cette fois-ci. Corinne, bonjour Corinne. Bonjour, Corinne Roulet. Je suis une nouvelle commerçante et je viens de reprendre un commerce dans lequel je travaillais sur Sur-Tille. Donc c'est Corinne, tu seras notre témoin pour nous dire si les professionnels, les conseils ont été appliqués et si tu en es d'accord. Et enfin David. Bonjour David. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. David Chazex, responsable adjoint du marché des professionnels au Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Et une partie de mes activités, en fait, c'est justement avoir l'octroi pour les prêts des professionnels qui veulent s'installer ou reprendre une entreprise en création ou en reprise. Merci beaucoup à tous les quatre d'être là. Je vais vous poser une première question. Je vais m'adresser à Delphine. Tu vas commencer, mais bien sûr, toutes les questions sont ouvertes à vous quatre. Delphine, pourquoi reprendre? Quels avantages a une reprise? On a beaucoup de gens qui veulent créer, on l'a vu dans le chat depuis le début de Vitacrea, mais pourquoi reprendre? Est-ce qu'il y a des avantages? Ou en tout cas, toi, de ton œil de professionnel, quels avantages tu y vois? Déjà, la reprise, c'est une autre façon de mener à bien une activité. Mais au départ, c'est vouloir poursuivre une activité, vouloir poursuivre un savoir-faire existant, mener une équipe, et vraiment poursuivre quelque chose et arriver peut-être plus rapidement à du chiffre d'affaires. Le temps de préparation reste bien évidemment important, mais ça permet d'arriver à un chiffre d'affaires et puis de la gestion et du pilotage d'entreprise peut-être un petit peu plus rapide et surtout avoir des équipes. Mais en temps de préparation, d'accompagnement et de nécessité de trouver la bonne entreprise et de trouver aussi le cédant qui accordera le crédit à ce repreneur, ça nécessite du temps. Alors on va en reparler après. Merci pour ton point de vue. Barthélémy, sur les avantages, est-ce que tu veux compléter peut-être ce qui a été dit sur les avantages d'une reprise? Alors ce qui a été dit est tout à fait juste. La reprise d'entreprise permet de s'intéresser à une entreprise existante. Quand vous créez une entreprise, c'est une feuille blanche. Vous devez tout créer et vous devez vous occuper de tout de A à Z. La reprise d'une entreprise, c'est reprendre de l'existant, c'est reprendre des clients, une équipe, une organisation, des contrats. Alors, on en parlera, mais ça n'est pas forcément plus simple. C'est juste une démarche complètement différente. Merci. Corinne, alors je vais compléter ma question, parce que toi, tu n'avais pas cet œil expert de la reprise, tu l'as vécu. Du coup, pourquoi toi, tu t'es engagé sur un
sur un projet de reprise et pas forcément de création? Moi, c'est un projet que j'avais déjà à cœur depuis longtemps. Et puis, avec mon prédécesseur, en fait, on s'est toujours bien entendu. Et c'était vraiment l'opportunité de reprendre, en fait, dans le commerce dans lequel j'ai travaillé. Et c'est vrai que moi, il a quand même fallu créer une nouvelle société. Mais le commerce était déjà existant depuis très, très longtemps. Et c'est vrai que l'opportunité s'est faite. Donc, c'était l'occasion. C'est plutôt l'opportunité. C'est ça, c'est plutôt l'opportunité qui a fait que j'ai pu reprendre à ce moment-là. Très bien, merci beaucoup. David, toi, du coup, ton point de vue expert, les avantages pour un conseiller financier d'aller sur un mode entrepreneurial plutôt sur de la reprise que de la création? C'est un peu ce qui a été dit. Les avantages, c'est que ça va plus vite. Après, ce qu'on peut remarquer beaucoup également sur une reprise, c'est que nous avons quand même des gens qui ont une expérience quand même généralement assez élargie. Pour reprendre une entreprise, il faut savoir manager, il faut savoir gérer, il faut savoir où on met les pieds. On voit beaucoup d'anciens salariés d'entreprise qui reprennent l'entreprise suite au départ en retraite du chef d'entreprise actuel. Le vrai avantage, c'est reprendre quelque chose d'existant et puis essayer de l'emmener encore plus loin. Donc c'est ça, c'est avoir de l'expérience pour aller encore plus loin dans l'entreprise où on est ou l'entreprise qu'on veut reprendre. Merci pour ces propos introductifs sur les avantages. Delphine, je me retourne vers toi. On a, alors j'ai pas encore vu tout le chat, mais souvent des personnes n'ont pas idée d'opportunité de reprise, se disent même pas je vais reprendre. Comment on peut identifier des cibles ou des entreprises qui sont à reprendre sur le territoire? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour identifier facilement? Comment on peut s'y prendre? Alors, comment s'y prendre? Il y a une certaine lisibilité, puisqu'il y a des offres auprès. Alors, les chambres de métiers, chambres de commerce ont un site qui s'appelle Transentreprise, sur lequel, bien évidemment, on va retrouver les annonces que nous confient aussi bien les artisans que les commerçants. Et puis après, il y a d'autres organismes qui peuvent, il y a les banques, il y a on peut avoir aussi certaines agences immobilières qui peuvent faire diffuser des annonces. Après, moi, je suis plutôt aussi à m'interroger sur le repreneur, quel est son métier, quelles sont ses envies, est-ce qu'il veut manager du personnel, etc., pour essayer de voir un petit peu une cible ou un produit qui lui correspondrait. Après, c'est un petit peu comme un catalogue. On a beaucoup de pages, on peut tourner les pages, mais après, il faut trouver l'annonce qui correspond. Mais en tout cas, on peut trouver des opportunités sur le territoire. Vous pouvez compléter, Barthélémy, David. Et puis aussi, peut-être faire le tour de son entourage et se faire connaître en tant que repreneur potentiel, à condition d'avoir déjà bien mûri son projet pour être relativement disponible d'en parler par rapport à son employeur actuel, peut-être, ou à d'autres confrères. Pour toi, il vaut mieux avoir un projet en tête avant de chercher sa cible, ou est-ce qu'il vaut mieux, pour le coup, identifier la cible et travailler son projet autour de ça? Je dirais que chaque profil est différent. On a des personnes qui arrivent avec une idée plutôt d'un métier, d'une façon de travailler. Et là, on va essayer de trouver une structure qui fonctionne dans cet état d'esprit. Après, on peut avoir des choses très vastes. Et puis, comme madame, être déjà dans l'entreprise. Et donc, l'histoire va se poursuivre et est quasiment déjà écrite, quoi. Merci pour ce complément. Barthélémy, toi qui vois passer plein d'entrepreneurs, un cabinet assez important, c'est quoi les profils de repreneurs qui arrivent? C'est des gens qui trouvent une opportunité? C'est des salariés? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça dépend. Alors déjà, on a aussi des créateurs qui font des croissances externes et qui décident de racheter les entreprises. Mais sur les étapes, je dirais que avant de tout bouleverser et de l'annoncer à son employeur, je pense qu'il faut se poser quelques questions fondamentales. La première, qui est commune avec la création d'entreprise, c'est est-ce que je suis prêt en tant qu'homme ou femme de reprendre une entreprise? Et ça, c'est une question que l'on doit se poser avec soi-même, mais également avec son entourage. Puisque quand on passe du statut de salarié à chef d'entreprise, ça n'est pas que le porteur du projet qui est concerné, c'est tout son entourage, y compris familial. La deuxième question, c'est une question de compétence. Alors, il n'y a pas d'école pour devenir chef d'entreprise. Et on apprend tous les jours, à n'importe quel âge. Mais est-ce que, par rapport à la cible que j'imagine, est-ce que j'ai les compétences à la fois techniques, mais aussi managériales? Je ne parle pas forcément de la finance, parce que pour ça, il y a des conseils. Et l'important, c'est former une équipe, on en parlera sûrement après. Et enfin, la dernière question, elle est quand même financière. Plus qu'encore que dans la création d'entreprise, quoique certains projets sont très significatifs au niveau financier, la reprise d'entreprise nécessite quand même un peu d'apport financier. Et donc, il faut se préparer à ça. Lorsque l'on lance son projet, il faut se dire qu'on devra, à un moment donné, mobiliser de l'épargne pour pouvoir se lancer.
Donc le ticket d'entrée est plus important sur une reprise que sur une création, en cas général, hein, bien sûr. J'ai envie de dire, tout dépend du projet, que ce soit de création ou de reprise. Par contre, se dire qu'on reprend une entreprise avec rien, c'est trop rare pour dire que c'est possible. Très bien, merci pour ces conseils. Corinne, est-ce que ça fait écho avec ton parcours? Est-ce que tu t'es posé ces questions sur tes compétences? J'ai se les poser. En plus, voilà, en étant mère de famille, forcément, oui, je rejoins. On est obligé de dire, voilà, il y a quand même un chamboulement, des horaires, on rentre plus tard, on part plus tôt. Est-ce que ça va convenir ou pas? Effectivement, toutes c'est des questions qu'on se pose en tant que maman, ce qui est tout à fait normal. Après, voilà, quand on a cette opportunité-là de pouvoir rentrer en tant que chef d'entreprise, effectivement, dans une entreprise qui est déjà créée ou pas, voilà, quand on est prêt et on se pose pas la question, on y va, on fonce. Et je reprends les propos de Barthélémy sur l'entourage, le fait que c'est pas une décision que de la personne, que de toi. Comment tes proches, ils l'ont vécu, ce déclic, cette envie de reprendre l'entreprise? Les enfants assez bien. Bon, en plus, c'est dans le commerce dans lequel je travaillais, donc avec des horaires un peu plus souples, bien sûr, mais voilà, non, bien. Enfin, j'ai pas eu de soucis particuliers. C'est vrai que c'est souvent un témoignage qu'on a entendu sur d'autres ateliers, c'est l'importance de l'entourage, d'être soutenu. Ok, des craintes. Il y a des craintes, oui, de dire voilà, si j'y arrive pas, comment ça va se passer? Et derrière, il y a rien. Donc ouais, faut que j'y arrive. Et pour les enfants, faut quand même qu'ils aient un toit sur la tête, il faut qu'ils aient le frigo plein. Donc voilà, je pense que c'est des questions effectivement qu'on se pose beaucoup. Mais que voilà, au bout d'un moment, aussi, on y va. Mais tu y es allé quand même. Ouais. Et comment tu as dépassé du coup ces peurs, en s'entourant, en disant aux enfants, voilà, je voudrais reprendre l'entreprise, et puis est-ce que ça vous dérange? Alors, quand on a l'environnement qui dit non, bon, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ah bon, tu veux faire ça? T'es sûre? Oui, je suis sûre de moi, je veux y aller. Et voilà, puis du moment où nous, on est sûr dans notre tête et que tout se passe bien avec nos proches, très très proches, et qui sont OK, voilà, on y va. David, la vision du banquier par rapport à ça, ces compétences entrepreneuriales qui étaient évoquées, le fait que l'entourage soit embarqué aussi dans ce projet, c'est des choses que vous regardez quand un dossier vous arrive? Oui, on va regarder déjà comme ça l'a été dit, ce qui est important dans l'entourage familial, c'est surtout dans l'entourage très proche, c'est d'avoir le hockey de l'entourage très proche, parce que sinon c'est un coup d'épée dans l'eau pour le repreneur, parce que il va pas se sentir soutenu et ça va mettre son projet à mal. Et puis c'est aussi l'aspect financier derrière, parce que comme l'a dit Barthélémy, reprendre une entreprise, c'est pas du tout le même ticket qu'une création. Quoique, on a des grosses créations, mais sur une entreprise, généralement, les montants sont assez élevés. On va mobiliser quand même de l'argent personnel, pas forcément puisque les établissements bancaires demandent forcément de l'apport sur un projet de reprise, mais c'est parce que ça a la vertu aussi de limiter l'aspect financier, de limiter les charges de l'entreprise derrière, puisque le financement sera moins important. Donc, tout ça est important. Et l'entourage, surtout, est vraiment très important. Et on pose ces questions-là, forcément. Oui, vous ne regardez pas que l'apport financier, d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On va regarder l'accompagnement qui est fait à côté également, si le repreneur se fait accompagner par les réseaux, qui peut exister, parce que il faut être entouré quand on va reprendre une entreprise également. On va en reparler, effectivement, ça a été déjà beaucoup évoqué dans VitaCrea. Je pense que sur la reprise, peut-être encore plus. Barthélémy, je me tourne vers toi, parce que j'ai une question un peu technique. Quand on parle de reprise, il y a différentes modalités de reprise. On ne reprend pas toujours la même chose. Peut-être est-ce que tu peux nous faire un focus sur les types de reprises possibles? Alors, on va le faire de manière très simple et on va voir deux types de reprises possibles. La première, c'est la reprise du fonds de commerce. Une entreprise vend son fonds de commerce, c'est-à-dire que vous ne rachetez pas les parts de l'entreprise, vous ne rachetez pas la structure juridique, vous rachetez juste uniquement l'activité, c'est-à-dire tous les actifs qui vont avec l'entreprise et qui permettent de l'exploiter. Donc on achète le droit au bail, les contrats, le matériel, les contrats de travail, la clientèle évidemment, et on achète également le stock, ou pas. Tout dépend de l'accord et tout dépend du type d'entreprise. Ça, c'est la première phase. Ça veut dire que pour mener à bien un tel projet, on va créer une nouvelle société qui va permettre d'acheter le fonds de commerce. L'autre possibilité, c'est d'acheter les parts de l'entreprise, les parts sociales. Alors, action ou part sociale, ça dépend de la forme juridique. Et dans ces cas-là, vous rachetez la structure. Donc, vous rachetez la structure avec son matériel toujours, son stock toujours, ses créances, sa trésorerie, mais également ses dettes et surtout son histoire. Ça veut dire que vous rachetez le passif, celui que vous voyez dans le bilan et celui que vous ne voyez pas.
ça n'est pas du tout le même montage juridique et ça n'est pas du tout non plus les mêmes modes de valorisation. Donc il faut effectivement bien voir la différence, mais encore une fois, ce genre de sujets seront à traiter avec l'équipe de conseil au moment où la cible sera identifiée. Et question de néophyte qu'on peut peut-être se poser dans le chat, est-ce que c'est plus intéressant de prendre le fonds, les parts? Est-ce que ça dépend des projets? C'est quoi la vision par rapport à ça? Ça dépend des projets, mais ça dépend aussi du cédant. Certains cédants ont intérêt à vendre les parts sociales de leur entreprise, notamment pour bénéficier de régimes d'exonération fiscale. Ce qui veut donc dire que quand il y a une opportunité, parfois on n'a pas complètement le choix du mode opératoire à privilégier. Pour autant, il n'y a pas de fatalité. L'important, c'est d'être bien accompagné juridiquement parlant pour avoir les actes qui vous protègent et vous permettent de ne pas faire une moins bonne affaire en achetant le fonds ou les parts. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. On va peut-être là en parler et s'arrêter dessus. Tu évoquais une équipe d'experts. Je reviendrai vers toi après. Peut-être Delphine. Quand tu vois un repreneur, tu le conseilles de se faire accompagner par quelle équipe conseil pour se lancer en toute sérénité? On a plusieurs thèmes. Bien évidemment, l'expertise comptable, c'est évident. Un avocat, un notaire, s'il y a une notion aussi de patrimoine, parce que le patrimoine du dirigeant, il y a l'entreprise, mais il y a le reste. Il y a les enfants, il y a la famille, etc. Donc il y a cette notion-là. Il y a le banquier, il y a d'autres dirigeants aussi, des clubs d'entrepreneurs. Et puis, bien évidemment, les chambres de métiers, chambres de commerce accompagnent aussi, et certaines fois font un petit peu, essaient de poser les questions, certaines fois les questions qui dérangent auprès du repreneur ou du cédant, mais pour essayer, d'un point de vue pédagogique aussi, d'amener la personne à se poser toutes les questions. Et on a des dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place avec la région Bourgogne-Franche-Comté pour qu'on puisse échanger pendant de nombreuses heures aussi, quitte à faire des ébauches de prévisionnels qui servent à la réflexion. Bien évidemment, ça sera dans les mains d'experts comptables pour faire le document final, parce que le banquier demandera aussi un document final et on engage quand même quelque chose au sein de l'entreprise, mais on a cet aspect aussi d'accompagnement et de neutralité aussi vis-à-vis du repreneur qui permet d'aborder aussi relativement librement, puis certaines fois mettre une touche un petit peu de vocabulaire aussi, parce qu'on a des repreneurs qui n'ont pas forcément le vocabulaire. On parlait de titres, de fonds, de parts. Certaines fois, c'est assez complexe. Donc, on essaie de trouver des images pour essayer de faciliter un petit peu la discussion. Oui, on est d'accord que la reprise est ouverte même aux personnes qui n'ont jamais créé d'entreprise ou qui ont été entrepreneurs. Donc, d'où la pédagogie peut-être que tu fais au quotidien. Tout à fait. Et puis après, avec les personnes. quand une cible est trouvée, on a des dispositifs type le Proforéa. Tout ça permet aux repreneurs d'entrer dans l'entreprise pour travailler à l'intérieur de l'entreprise en vue de la reprendre. Tout ça, avec des dispositifs financiers, mais ce qui permet de réfléchir, puis de travailler aussi, parce que le cédant ne cède pas forcément du jour au lendemain. D'un seul coup, se retrouve face à un repreneur. Donc, on a des fois des petites discussions, des petits allers-retours. Et puis, il faut aussi que le cédant ait un intérêt et que ça soit pas que l'intérêt du repreneur, ça soit l'intérêt partagé des deux pour qu'on puisse avoir une bonne affaire, entre guillemets, un dossier qui fonctionne. Merci. Corinne, du coup, toi, sur ton process de reprise, tu t'y es pris comment? Donc, tu nous as dit que tu as eu l'opportunité, tu travaillais dans l'entreprise. C'est ça, depuis 11 ans. Et après, en discutant avec l'ancienne gérante, qui est une amie d'ailleurs, on s'est posé la question, de quel moment, parce qu'on s'est dit, il y a l'âge, il y a quand même l'horloge qui tourne, plus on est âgé, plus on a de risques de refus par rapport à la banque, parce que forcément, il y a des annuités qui tombent sur un certain laps de temps. Et dû à ça, on a dit, allez hop, quand elle m'a dit, écoute, j'arrête à tel moment, ok, on a 1 an. Donc, on a à peu près 1 an, 9 mois pour se retourner. Donc, je suis allée voir la CCI de ma région, de mon côté à moi, parce que je suis côté Châtillonnais. Donc, on était allé voir la CCI, c'est eux qui nous ont accompagnés. C'était toujours des démarches, comment je dois faire, qu'est-ce que je dois aller voir. La personne, la première, c'est la banque, c'est un expert comptable, c'est une personne qui va nous aider à monter des dossiers. Donc, il y a eu tout ça de prévu. Donc, j'y suis allée avec l'ancienne gérante. On y est allés toutes les deux.
Et puis après, j'y suis allée toute seule et les démarches sont faites petit à petit. Donc du coup, ça Et rejoint j'ai ce qu'on tapé. disait, tu Effectivement. t'es entouré d'une équipe C'est ça. pour Faut t'aider pas faire n'importe quoi non plus. Donc, la société, est-ce qu'on peut monter ou pas? En plus, j'étais toute seule, en sachant que je prends pas de salariés. Voilà. Donc, il y a tout un roulement qui se fait qu'il faut. Et puis, bon, il y a aussi, voilà, la façon dont, qu'est-ce que je reprends? Effectivement, est-ce que je reprends les parts sociales? Est-ce que je reprends le fonds? Voilà. Tout ça, il fallait s'entourer de savoir le mieux pour l'ancienne gérante, mais aussi pour moi, pour me protéger. Est-ce que c'était pas difficile d'avoir une cédante qui était une de tes amies, du Non. coup? Non, au contraire, bon, nous, on s'entendait très bien au niveau aussi bien travail que parce qu'on travaillait ensemble, qu'organisation, puis elle m'a mis le pied à l'étrier tout doucement, donc la gestion des stocks. Je suis allée voir, on est en showroom régulièrement, donc j'étais avec elle pour la sélection des produits. Enfin, non, j'ai eu le pied à l'étrier assez vite. Donc voilà, c'est des choses aujourd'hui qui me font pas peur, même que je le fais toute seule. Alors, je vais embrayer sur une question et puis après, je donnerai la parole à David. Comment vous êtes mis d'accord sur le prix de vente? Parce que ça, c'est une question qui va forcément, chaque année, elle revient dans le chat. Elle propose. Donc, elle a proposé son prix. D'accord. Après, je suis allée voir mon expert comptable que j'ai choisi. Et les personnes qui m'encadrent au niveau de la société, c'est des personnes qui sont situées aux abords de l'entreprise. Donc, c'est facile pour moi pour aller les voir s'il y a un problème. Et une fois qu'elle m'a donné son prix, on va voir l'expert comptable, dire OK, on va voir la banque, est-ce que c'est bon? Et puis voilà, après on s'est organisé comme ça. C'est une entente en fait. D'accord. Sur le prix. Mais vous y êtes arrivé du coup puisque tu Oui, es là. C'est ça. David, peut-être sur cette question, puis je repasserai la parole à Barthélémy après, sur justement le prix, je sais pas si on peut dire le bon prix pour l'entreprise. Quelle vision a la banque par rapport à ça? J'imagine que vous avez des chiffres pour comparer. Vous questionnez l'entrepreneur sur ces sujets-là? Oui, on questionne beaucoup l'entrepreneur. Et puis, moi, je pars du principe qu'en fait, il y a deux prix. Il y a le prix réel que vaut l'entreprise, mais ça, c'est toujours compliqué de savoir l'évaluer avec exactitude. Là, on va plus avoir besoin de l'expert comptable, on va dire, à ce moment-là, en sachant qu'il existe quand même des normes en termes de nombre d'années de BE ou de pourcentage de chiffre d'affaires suivant les différentes typologies d'activités. Mais pour moi, il y a aussi le prix que le repreneur veut y mettre, en fait, dans cette entreprise. Et quand je dis le prix que le repreneur veut y mettre, c'est le prix qu'il peut y mettre aussi. Parce que dans le plan de financement, des fois, ça coince. Donc, on est là aussi pour dire, à un moment donné, non, l'entreprise que vous visez, si le prix n'est pas revu, malheureusement, financièrement, ça passera pas. Barthélémy, sur le prix, j'imagine que c'est des questions qui reviennent souvent, que ce soit côté cédant ou repreneur. Comment l'expert comptable aborde ça avec son client pour le coup? Alors, déjà, effectivement, on va se mettre côté repreneur. Pour avoir la vision la plus objective possible, déjà, j'ai quand même un conseil à donner au repreneur, c'est de bien choisir son équipe conseil qui ne soit pas la même que celle du cédant. Ça paraît évident, mais parfois, c'est pas le cas. Et ensuite, sur le prix, je crois que la vision bancaire nous indique effectivement un grand nombre de vérités. On peut très bien mettre en évidence une valeur, mais si c'est infinançable, c'est qu'a priori, ça ne sera pas le prix. Et enfin, il faut se dire que dans les méthodes de valorisation, on a tendance souvent à regarder le passé, c'est-à-dire on regarde les comptes historiques, on fait des stats et on se dit, voilà ce que ça vaut à peu près. Il faut aller un peu plus loin que ça. Déjà, il faut regarder l'avenir, voir si les chiffres d'affaires passés étaient des chiffres dans une période et dans une conjoncture qui est celle d'aujourd'hui, d'une part. Et après Covid, on a quand même eu quelques emballements sur certaines activités qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, donc vigilant sur ce point-là. Et ensuite, il faut se dire qu'on rachète une entreprise, que ce soit le fonds ou les parts, avec un outil de travail qui permet d'assurer le job. Et donc, il faut quand même s'assurer qu'il n'y a pas d'investissement à réaliser dans les premières années pour maintenir le niveau d'activité. Si tel était le cas, évidemment, ça va être une discussion sur le prix. Delphine, sur la question du prix, tu rejoins ce que nos deux intervenants ont dit précédemment? Oui, tout à fait, puisque on essaie de rapprocher la demande du cédant et l'offre du repreneur. Après, on a certaines fois la notion sentimentale aussi du cédant, qui met une valeur certaines fois très importante. Parce que se dire, voilà, j'ai besoin de ça pour ma retraite, parce qu'on pense à la retraite au moment de la vente de l'entreprise, mais on l'a pas pensé tout au long de la vie de l'entreprise. Et c'est un objectif tout au long de la vie de l'entreprise, la retraite. Donc c'est d'arriver à trouver cet équilibre pour que chacun y trouve soit gagnant.
C'est-à-dire pour le cédant poursuivre son histoire et puis bien évidemment avoir un petit pécule quand même. Et puis le repreneur pouvoir continuer cette histoire sans avoir un boulet au pied de remboursement qui l'empêche d'avancer. Donc c'est vraiment cette notion de prix. Et puis après, il y a des histoires qui débutent sur une première démarche, ça peut pas se faire. Et puis quelques années après, l'histoire là peut se concrétiser parce que chacun a poursuivi sa réflexion. Donc il n'y a pas forcément de notion d'urgence, sauf si éventuellement on a de la maladie ou quelque chose qui vient interférer les discussions. Mais l'urgence est très mauvaise conseillère dans le cadre de la transmission d'entreprise. Merci pour la transition. C'est une question que je voulais vous poser sur un process de reprise. Alors tu nous donneras ton expérience, mais ça prend combien de temps quand on s'engage dans un process de reprise? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que, comme tu le disais Delphine, ça peut être sur plusieurs années? Comment, toi, ça s'est fait assez vite pour le coup? Quelques mois, puisque l'entreprise était déjà existante. Par les biais des contacts qu'on a eus et de ce qu'on voulait faire, je savais déjà que c'était jouable, aussi au niveau financier que de m'installer, puisque voilà, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Après, il faut quand même demander un temps, le temps que les dossiers se fassent, le temps que ça passe en commission, le temps parce que c'est pas gagné, malgré tout, même qu'on a l'envie, même qu'on a ce qu'il faut pour commencer, c'est pas joué. Je veux dire, il faut quand même, donc faut laisser effectivement le temps au temps, le temps que les banquiers nous donnent l'accord, le temps que l'expert comptable fasse son prévisionnel, le temps si on fait, moi personnellement j'ai fait venir Initiative Côte d'Or, faut monter un dossier, ça se fait pas du jour au lendemain, on passe en commission, ça se prépare. Oui, donc ça demande aussi du travail en amont pour nous personnellement qu'on engage et qu'il faut être assez assidu à ce qu'on fait et ce qu'on veut, quoi. Tu as mis combien de temps, toi, entre le moment où tu t'es dit je vais reprendre Une petite année à peu près. Une année. À peu près, okay. Une petite année, oui. David, toi, sur les dossiers que tu vois passer sur le réseau Crédit Agricole, c'est quoi en moyenne un process de reprise qui aboutit? Alors, nous, on arrive en bout de chaîne, généralement, donc ça va assez vite, mais généralement, c'est des projets qui ont été préparés sur 1 an, voire 2 ans. D'accord. C'est quand même des projets qui sont sur une longue durée. On a souvent des porteurs de projets sur de la reprise d'entreprise qui ont besoin aussi de constituer, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, cet apport nécessaire pour pouvoir reprendre une entreprise. Donc, ça peut aller jusqu'à 2 ans. Voire des fois au-delà, dans certains cas, quand on est sur un salarié où il y a une vraie passation entre le cédant et le repreneur, où il se laisse vraiment du temps. Ça peut arriver, j'ai un cas en tête où ils se sont laissés 5 ans, à eux deux. Donc 5 ans où le cédant a accompagné le repreneur? C'est ça, où il l'a accompagné pendant 5 ans jusqu'au moment de son départ à la retraite pour qu'il soit en très bonnes conditions pour pouvoir reprendre l'entreprise. Alors je vais faire la transition là-dessus, j'avais pas la question en tête, mais est-ce que c'est pas trop long 5 ans avec un cédant dans l'entreprise? Est-ce qu'on arrive à devenir chef d'entreprise, de s'emparer de l'activité avec le cédant qui est là, ou au contraire ça permet d'aller plus vite, d'avancer? Quelle vision tu as par rapport à cet accompagnement? Il y a les deux cas. En fait, ce qu'il faut surtout faire attention, de mon point de vue en tout cas, ce qu'il faut surtout faire attention pour le repreneur quand c'est long comme ça, c'est quel type de poste on occupe déjà dans l'entreprise. Est-ce qu'on a des collègues? Faire attention à ça parce qu'il y a le volet management qui va s'apprendre justement parce qu'il ne l'avait pas avant ou alors peut-être qu'il l'avait un peu avant. Donc après, sur une durée assez longue, après quand les gens dans l'entreprise savent que dès le début que c'est cette personne qui va reprendre puisqu'il a été choisi par le cédant, je pense que ça doit bien se passer, mais moi, je sais que mon cas, elle voulait pas transmettre à n'importe qui. En étant déjà sur place, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, elle savait à qui elle transmettait. Donc la transmission se fait beaucoup plus facilement aussi. Elle t'a accompagné, oui, ton amie, jusqu'au bout? Et combien de temps ça a duré chez toi? Moi, on a encore en pourparler de choses et d'autres. Voilà, si j'ai besoin, moi, j'hésite pas à l'appeler. Elle m'appelle, régulièrement, si ça se passe bien. Voilà, donc on est toujours en contact. Ok. Oui. Barthélémy, ta vision, toi, par rapport à ça, est-ce qu'il faut un accompagnement du cédant? Est-ce qu'il faut le limiter dans le temps? Comment tu vois ça avec tes clients? Un accompagnement, absolument. Ensuite, dans la majeure partie des transmissions, on n'a pas forcément de cohabitation trop longue. Je pense que ce qu'il faut prévoir, c'est quelque chose dans l'intérêt du repreneur. C'est-à-dire qu'il puisse à un moment donné avoir la main de décider si oui ou non il a encore besoin du cédant dans l'entreprise. Il faut quand même se dire que dans des petites entreprises où il y a quand même des salariés et des clients, s'il y a 2, entre guillemets, dirigeants dans l'entreprise, ça peut créer une certaine incompréhension à la fois des collaborateurs et des clients. Donc, nous, d'expérience, on prévoit souvent un accompagnement sur
1 ou plusieurs mois. Et dans la pratique, on se rend compte qu'au bout de quelques semaines, l'accompagnement se limite à quelques coups de fil et quelques réponses à des questions. D'accord. Ok, mais du coup, ça, c'est une question quand même à aborder quand on travaille son projet de reprise et à écrire peut-être. Tout s'écrit, tout se prévoit, parce que vous pouvez avoir un dirigeant qui cède son entreprise et qui a prévu de partir très loin juste après, donc il faut qu'il soit un peu disponible. Et puis vous avez aussi, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que va faire le cédant après. Donc dans cet accompagnement, il faut en plus ajouter quand même une interdiction de réinstallation à proximité, évidemment. Bon, vous voyez, quelques questions qui viennent et on a déjà quand même plein de garde-fous, donc c'est important d'être accompagné par un professionnel du droit du chiffre. Donc, on le redira encore pas mal de fois. On va parler un peu chiffres encore, parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Si je veux reprendre actuellement, tu parlais, Barthélémy, de mobiliser de l'épargne. Combien je dois amener dans un projet pour avoir une chance de le financer? J'imagine qu'il n'y a pas de règle absolue. Mais David, sur un projet de reprise en ce moment, par rapport au marché, est-ce qu'il faut que j'amène 10% du projet, 20%, 30%? Est-ce qu'il y a des règles? Je disais, il n'y a pas de règle du tout, en fait. Il n'y a vraiment pas de règle. Ça va vraiment dépendre. Chaque projet est différent, en fait. Chaque reprise est différente. Ça va dépendre de beaucoup de choses, en fait, de l'expérience, de l'entreprise en elle-même. Donc, on peut pas dire c'est 10% ou 20%. Non, c'est pas ça, en fait. Ce qu'on va regarder aussi, c'est quelle est la capacité d'apport du repreneur, mais si on s'aperçoit que ça peut être un petit peu tendu, on peut essayer de voir avec lui si le cédant est ouvert pour faire ce qu'on appelle un crédit vendeur. Ce qui peut permettre justement de pallier aussi à ce manque d'apport qu'il pourrait y avoir à un dossier de financement. Ce qui veut dire que le cédant, pendant quelques années, laisse la possibilité au repreneur de pouvoir lui verser, de lui faire un crédit, en fait. C'est ça, c'est le cédant qui fait un crédit au repreneur. Et ça peut les aider. Donc, il n'y a pas de règle absolue, en tout cas de pourcentage sur de l'apport pour un dossier de financement. D'accord. Et les taux, en ce moment, c'est plutôt intéressant? C'est mieux que la création? Comment ça se passe? Pareil. Peut-être que ce soit de la création, de la reprise, les taux de financement sont les mêmes. Il n'y a pas de différenciation suivant les typologies de projets. Ok. Moi, j'ai une autre question, du coup, alors je ne sais pas qui voudra y répondre. Vous le disiez, quand on reprend une entreprise, on reprend des clients, on reprend des contrats, on est sur un marché qui est déjà existant. Est-ce qu'il faut faire exactement la même chose ou est-ce que dans le cas quand on évalue l'entreprise qu'on reprend, est-ce qu'il faut changer des choses? Est-ce qu'il faut mettre sa patte? Quelle est votre vision? Peut-être on va commencer par toi, Corinne. Est-ce que tu t'es dit je fais la même chose que fait ma cédante ou tu as amené de nouvelles choses? Alors au départ, comme c'est un petit commerce qui touche beaucoup le monde urbain, donc on fait attention, on va pas non plus révolutionner du jour au lendemain. On a des clientes fidèles qui viennent régulièrement, qui savent quels produits elles viennent chercher, donc on peut pas se permettre de dire allez hop, on efface tout et on recommence à zéro, ça c'est pas possible. Donc on est vraiment dans l'attente du client, enfin nous personnellement. Après voilà, donc il y a des choses que je continue bien sûr, puisque c'est essentiel au démarche de la boutique, et tout doucement on va arriver à mettre notre petite patte personnelle en gardant, moi je sais que j'ai gardé exactement les mêmes entreprises avec qui on travaillait. Voilà, donc après, voilà, dans ces produits qu'ils vont nous proposer, il y aura forcément de la nouvelle création et des choses que nous, personnellement, on trouvera peut-être jolies ou plus jeunes, ou au niveau de la gamme, au niveau des attentes aussi des clients. On se dit, voilà, tout dépend ce qu'on veut toucher. Tout dépend si on veut toucher la personne un peu plus confort, si on veut toucher les très jeunes. Donc, il faut faire un mix des deux. Merci. Delphine, toi, quand tu conseilles des repreneurs, tu leur dis quoi? Tu leur dis faut pas trop bouger, au contraire, faut réinterroger votre modèle économique. Comment tu les conseilles là-dessus? À partir du moment où on rachète une structure, on rachète un existant et a priori un existant qui fonctionnait. Parce que si on l'a racheté, c'est que ça fonctionnait. Donc, évidemment, l'environnement, l'évolution du monde économique, les demandes, etc. évoluera, mais il faut au départ quand même assurer ses bases sur l'existant. Ça rassure aussi les collaborateurs de l'entreprise de dire ça va fonctionner, et puis petit à petit se mettre au bout du jour, ou alors justement l'historique du repreneur, ses compétences personnelles, son expérience, c'est un atout qui va pouvoir venir ajouter à cette entreprise existante. Mais vouloir tout révolutionner, c'est dangereux, notamment quand on a acheté quand même un bien, et objectivement c'est celui de le faire fonctionner.
Barthélemy, tu es d'accord? Tu partages ou... Je partage et je reviendrai sur un lien entre changer l'activité et le prix. On a parfois des porteurs de projets qui nous amènent des dossiers où il y a vraisemblablement une attente du cédant d'un prix trop élevé. Et ils ont tendance à dire, si je fais telle activité ou si je développe telle ou telle chose, normalement, ça devrait se développer, je devrais arriver à payer le prix. C'est qu'il y a une erreur dans le raisonnement et qu'on est en train de payer trop cher ce qu'on rachète. Donc, je dirais, effectivement, au début, reprenons l'entreprise telle qu'elle est, faisons en sorte quand même que le changement de dirigeant ne bouleverse pas l'entreprise. Donc, bien vérifier que ce que faisait le dirigeant et sa compétence peut être maintenu une fois que son départ est réel. Et ensuite, tous les projets de développement, bien sûr, il y en aura. Ça reste de l'entrepreneuriat. Et un dirigeant qui change, c'est forcément quelques process, quelques messages qui vont changer. Mais ne pas oublier le passé, sinon on est en train de créer l'entreprise et pas de la reprendre. C'est important. Je reviens du coup, je rebondis sur ce que tu disais et je crois que c'est toi qui parlais tout à l'heure de l'importance de l'homme ou de la femme qui reprend. Souvent les entreprises sont quand même très liées à l'image de leurs dirigeants ou de leurs dirigeantes. Comment du coup on fait cette transition d'entreprise avec une entreprise très identifiée avec un dirigeant vers le repreneur qui reprend dans tout cet environnement? Déjà, il faut espérer que le cédant ait lui-même anticipé sa propre transmission et qu'il ait fait en sorte d'être le moins indispensable possible. Si tel est le cas, ça se passe plutôt bien. Sinon, ça fait partie des critères à étudier dans la reprise, mais si on se rend compte que la présence d'un dirigeant et du dirigeant cédant a un impact significatif sur la clientèle et les modèles économiques, ça nécessite, je pense, une grosse prudence sur le prix. Alors, on va pas rentrer dans un détail d'accompagnement que tu peux proposer, mais si tu avais un repreneur en face de toi, quelles questions il pourrait poser justement à son cédant pour s'assurer qu'il n'y a peut-être pas cette présence aussi forte, qu'il a un peu laissé son équipe gérer, pas que lui? Il y a qu'en allant discuter avec le cédant, qu'en découvrant l'entreprise, qu'en se projetant, qu'on aura cette réponse. Mais de toute façon, ça pour le coup, chaque entreprise est unique et chaque cédant avait sa manière de gérer. Il faut juste faire en sorte de se dire que le business qu'on rachète sera maintenu après la vente. Et si tel n'est pas le cas, il y a un sujet et il ne faut peut-être pas racheter cette entreprise. Merci. David, cette question justement de l'importance du cédant, du dirigeant, c'est aussi des choses que vous regardez. J'ai l'impression que c'est très complet en fait. Souvent on se dit le banquier va regarder l'aspect chiffre, mais vous regardez bien au-delà. Tu nous parlais tout à l'heure des compétences notamment, mais du coup vous étudiez vraiment la globalité du projet du porteur ou du porteuse de projet de reprise pour prendre des décisions. Ah oui, on regarde vraiment la globalité et on s'attache pas juste à des chiffres. Parce que des chiffres, en fait, c'est des chiffres. Mais ce qui est important, c'est l'homme ou la femme qui reprend l'entreprise. Et c'est, comme le disait Barthélemy, c'est comment ça se passait aussi avec le cédant dans l'autre entreprise. Est-ce que c'était un homme ou une femme très forte ou très fort avec la clientèle qui fait que derrière la reprise, des fois, ça peut un petit peu être compliqué. Donc vraiment, on regarde l'ensemble des éléments. On s'attache beaucoup aussi à regarder, comme on le disait tout à l'heure, c'est sur les 3 dernières années, les 3 derniers bilans du cédant pour voir s'il n'y a pas de grosses fluctuations quand même au niveau des chiffres, parce que des fois on le voit, on le constate. Quand on a un cédant qui sait qu'il va partir à la retraite, on voit les chiffres qui dégringolent un peu, ou même des fois beaucoup. Bon après, on sait pourquoi, mais on regarde quand même tout ça pour se dire le prix évalué peut être bon ou attention, faut peut-être revoir l'expert comptable ou les gens qui vous accompagnent pour voir s'il n'y a pas moyen de réduire un peu ce prix. Ou en règle générale, on est plutôt très bien. En règle générale, on est plutôt très bien. Mais c'est un tout en fait. Ouais. On s'attache pas juste à un prévisionnel, c'est trop facile. Non, c'est surtout la personne, comment elle est entourée aussi avec le cédant. Qui va faire que ça va nous permettre de nous dire on y va. Et c'est souvent le cas. On se dit des fois, on a le doute, mais en fait, quand on met tout carte sur table, on se dit en fait, il y a beaucoup d'avantages qui fait que même si l'aspect chiffre, on se dit ça peut être un peu tendu, on dit allez, on y va, on fait confiance parce qu'il y a vraiment tous les autres éléments qui font que la personne va réussir à sa reprise. Est-ce qu'il y a un critère ou quelqu'un qui vient te voir et c'est quelque chose qui te rassure vraiment, qui va te dire, même si tu disais c'est multifactoriel, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va te rassurer dans
dans l'échange avec le porteur de projet sur son projet de reprise? C'est quelque chose qui est plus fort qu'un... Plus fort, ça va dépendre en fait de la reprise. Okay. C'est quelle typologie d'entreprise il reprend. Si c'est un commerce sans salariés, si c'est quelqu'un qui a de l'expérience déjà dans ce commerce-là ou dans un autre commerce, ça va. Mais si c'est quelqu'un qui reprend une entreprise avec plusieurs salariés, là, on va se poser d'autres questions. C'est est-ce que cette personne a les compétences managériales? Est-ce que cette personne a les compétences en gestion d'entreprise? Est-ce que si on voit que des fois ça peut coincer sur une ou une autre compétence, on va essayer de l'aiguiller en lui disant est-ce que vous êtes sûr que reprendre tout seul ça va être facile pour vous? Il vous manque quand même un petit peu ce volet-là. Vous n'avez pas d'expérience sur le management, par exemple. Est-ce que vous associez avec quelqu'un que vous pouvez connaître qui aurait cette expérience? Ce ne serait pas un atout supplémentaire à la réussite de votre prise d'entreprise? Voilà, il n'y a pas de réponse vraiment bien définie en fait. C'est le projet en lui-même qui va faire que... En tout cas, on peut peut-être aller voir son conseiller bancaire même assez tôt, peut-être pour parler de son projet et d'avoir peut-être un premier retour. Ça peut être peut-être un conseil? Oui, c'est un conseil. Après... Généralement, on intervient quand même en bout de chaîne, mais ce sont nos propres clients qui viennent nous voir pour nous dire voilà, j'aimerais bien reprendre ou créer une entreprise. Est-ce que c'est possible, pas possible? Et là, on va les aiguiller en leur disant voilà, oui, vous pouvez, mais il faut préparer votre projet. Ou alors, si c'est quelqu'un qui malheureusement a pas d'argent de côté, pas d'épargne, on va dire là, faut le préparer. Donc, on va l'aiguiller dans ce sens-là. Mais on va aussi l'aiguiller en lui disant faut aller voir l'expert comptable, faut aller voir les réseaux, faut aller voir la chambre des métiers, faut... En tout cas, c'est un peu ce que disait Barthélémy tout à l'heure. Donc, avoir un peu d'épargne, donc ça veut dire que ça peut être un projet à long terme et préparer financièrement cette future reprise pour être prêt. Alors, je vois que le temps file. Peut-être une dernière question pour toi, Corinne. T'as repris, du coup, ça y est, c'est fait. Est-ce que on va être assez transparent par rapport aux personnes? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment par rapport à ta reprise, ou finalement, si c'était à refaire, tu ferais la même chose? Si à refaire, ce serait exactement pareil. Ouais, non, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai pas eu à me dire j'aurais fait différemment. Non, au contraire. Là aujourd'hui, j'ai tiens, voilà, faut que je fasse ça. J'ai envie de faire ça et ouais, puis voilà. Enfin, non, je regrette pas l'acheminement que j'ai fait avec les personnes avec qui j'ai été accompagnée. Okay. Non, alors là, pas du tout. Bon. J'étais même bien entourée. Super. Donc bon, je retiens quand même l'accompagnement qui a été souligné. Mais il faut par tous ici. Je vais vous poser une dernière question un peu rituelle sur notre édition Vitacrea. Je la pose à tous les intervenants qui passent sur ce plateau. Les personnes qui nous regardent, vous avez bénéficié de pas mal de conseils, pas mal de témoignages là depuis quelques ateliers. L'idée, c'est maintenant de passer un peu à l'action. Donc moi, j'ai envie de vous demander si vous aviez un ami entrepreneur là qui nous regardait, quelle action vous lui proposeriez de mettre en place dès la semaine prochaine pour avancer sur son projet de reprise? Il faut croire en soi et puis faut y aller. Il faut foncer, il faut ouvrir les portes, il faut aller taper, il faut en discuter, il faut dialoguer et il faut y aller. Hein. Donc très engagé, Corinne. Oui, tout à fait. Mais voilà, je crois que quand on a un projet et qu'on croit en ce qu'on fait et qu'on a la passion de ce qu'on fait, faut pas se poser de questions, faut y aller. Merci. David, peut-être un conseil, une action que pourrait faire un futur repreneur dès la semaine prochaine soit pour commencer à avancer sur son projet, soit s'il a déjà un projet de reprise, être dans l'action. C'est pas hésiter à aller chercher les informations qui pourraient lui manquer. C'est justement aller voir l'expert comptable, aller voir la chambre des métiers, voir les réseaux pour l'aider à avoir toutes les informations et toutes les billes en main pour pouvoir faire son projet derrière. Donc on rejoint un peu l'idée de Corinne, taper à différentes portes pour avoir des... Et puis être sûr qu'il soit bien préparé aussi financièrement et personnellement. Bon, j'avais dit une action, ça peut être beaucoup en une semaine, mais c'est noté. Delphine? Je rebondis un petit peu sur ce que vous avez dit tous les deux. C'est vraiment de s'interroger déjà soi-même sur nos compétences. Qu'est-ce qu'on attend de cette reprise d'entreprise? Quelles sont les forces et les faiblesses? Il y a des points qu'on aime. Le commercial, certains artisans n'aiment pas trop. Alors comment trouver justement les personnes qui accompagnent, trouver des formations pour dans cet objectif à plus ou moins long terme de pouvoir concrétiser. Voilà, pour vraiment limiter toutes les petites problématiques qu'il pourrait y avoir après sur le fonctionnement. Merci. Barthélémy? Je vais rebondir sur ce qui a été dit parce que je suis tout à fait d'accord.
Un chef d'entreprise, c'est un chef d'orchestre. Et donc, il doit avoir ses musiciens. Donc, même avant d'avoir trouvé l'entreprise, si on sait qu'on va y aller, il faut créer son équipe de conseil. Expert comptable, évidemment, mais aussi juriste, avocat ou notaire. Et il ne faut pas hésiter à faire travailler cette équipe ensemble. Moi, parfois, j'ai des clients qui vont voir un avocat, puis qui viennent me voir après. On réévoque ensemble des sujets qu'il a déjà vus, mais qu'il n'a peut-être pas bien compris. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que d'être tous autour de la table pour parler du même projet. Ça va beaucoup plus vite et personne n'est susceptible dans une équipe. Donc du coup, on s'inspire des bonnes idées des autres pour avoir le meilleur accompagnement pour nos clients. Merci, c'est un beau conseil. Donc une équipe à constituer et à faire vivre ensemble, de conseils au moment de la reprise. Merci à tous les quatre. On va maintenant conclure sur cet atelier. Merci à vous d'avoir suivi ce dernier atelier de la matinée. Bon, on l'a vu ensemble. Reprendre une entreprise, c'est pas forcément racheter qu'une activité, c'est reprendre une histoire, s'intégrer dans une équipe, dans un historique, fidéliser sa clientèle. Corinne en parlait. Une aventure humaine souvent exigeante, mais qui peut être une formidable aventure entrepreneuriale. Donc moi, je vais aussi vous proposer peut-être un pas concret, nos témoins vous l'ont fait, c'est peut-être réserver dès maintenant une place jeudi sur l'un des sites en Bourgogne-Franche-Comté de Vitacrea, puisque vous aurez l'occasion de rencontrer sur ces sites des experts de l'entrepreneuriat, notamment experts comptables, banquiers du Crédit Agricole. Donc c'est peut-être l'occasion très rapidement d'aller parler de votre projet de reprise avec des professionnels, et puis toquer à des portes, voilà, commencez à en parler. Donc n'hésitez pas, c'est jeudi après-midi, c'est gratuit, c'est en libre accès. Donc vous retrouvez toutes les infos sur le site internet, on vous le remettra dans le chat. Donc voilà, cet atelier clôture notre matinée, mais Vitacrea, ça continue dès demain matin à 9h avec un nouvel atelier témoignage d'inspiration qui s'appelle Changer de vie, changer de voie. Donc parce que voilà, derrière chaque projet entrepreneurial, ça a été beaucoup dit depuis le début de Vitacrea, c'est souvent une histoire de transition personnelle, un choix de vie fort, un beau prolongement de ce qu'on vient de voir finalement sur ce sujet de la reprise d'entreprise. Donc merci à vous de nous avoir suivis, merci pour votre attention, surtout ceux qui nous suivent depuis 9h. On sait qu'il y a beaucoup d'informations. Donc voilà, je vous souhaite un très bon déjeuner et rendez-vous demain matin pour la dernière journée de Vitacrea.